Dernier grand dossier de cette matinée. On va parler sport avec vous. Zaya Lamari, vous êtes analyste média. Merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter dans un moment le bilan publicitaire et médiatique des grands événements sportifs de l'année. On pense évidemment à l'Euro de foot, au JO, à Roland-Garros ou encore au Tour de France. Et puis Laurent Martinez, vous, directeur des études sport, vous allez dans un second temps vous focaliser un peu plus sur ce Tour de France. Zaya, l'année 2020, on sans doute a chamboulé bien des choses, y compris le sport professionnel, avec des compétitions décalées dans le temps, des épreuves d'ailleurs sans public, ça faisait un peu drôle à l'image. Qu'en est-il cette année ? Est-ce que les résultats maintenant sont au rendez-vous ? Alors effectivement Damien, l'année 2021 a vraiment marqué la reprise des activités sportives majeures qui se sont tenues donc cette année malgré leur report, tels que l'Euro, les Jeux Olympiques et d'autres rendez-vous bien plébiscités par les Français et les médias. On l'attendait tellement ça. Et à travers cette présentation, nous allons faire un rapide tour d'horizon effectivement de l'activité publicitaire et médiatique de ces événements. On en a sélectionné quelques-uns parce que on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Et donc on commence au sommaire, on va commencer effectivement par la publicité avec un point sur les écrans publicitaires qui encadrent les retransmissions sportives en télévision. Pour connaître le montant et l'évolution des investissements publicitaires et la présence aussi, le profil des annonceurs qui sont présents sur ce type d'écran. Et on va comparer évidemment aux éditions précédentes. On continuera avec le bilan des retombées médiatiques de ces grands événements sportifs que nous allons également comparer avec les éditions précédentes. Et pour finir, nous ferons un focus sur le sponsoring sportif pour mesurer l'impact pour une marque de s'associer à un tel événement, et ce sera présenté par Laurent. Donc, pour commencer, on va donc démarrer sur un bilan publicitaire avec l'Euro 2020, comme on le voit ici à l'écran, qui s'est finalement tenu en 2021. On a mesuré ici l'activité donc sur les écrans publicitaires avant, pendant et juste après donc ces retransmissions en télévision, TF1 et M6 essentiellement. Et là, on voit tout de suite, on constate une baisse de cette pression publicitaire par rapport à 2016, et on passe donc de 114,3 millions d'euros investis à 105,5 millions en 2021. Qu'est-ce qui explique ces résultats plus faibles qu'il y a 5 ans ? On aurait tendance à croire que les annonceurs ont restreint leur présence sur ce type d'écran, mais ce n'est pas le cas. On en dénombre encore 178 cette année encore, tout comme en 2016. Cette baisse de pression publicitaire, finalement, elle est essentiellement due à la performance des Bleus, qui s'était distingué en 2016 en allant jusqu'en finale contre le Portugal, ce qui a permis aux régies de pratiquer une tarification élevée, puisqu'on a évidemment une tarification différente selon les résultats de l'équipe de France. Et en 2021, même si on a quand même noté un ticket d'entrée plus élevé sur les chaînes, malgré tout, le fait que les Bleus se soient arrêtés au bout de 4 matchs, pas de chance. Les écrans concernés finalement sont revenus à une tarification plus normale, et donc des investissements au final qui sont moins élevés qu'il y a 5 ans. Donc on peut affirmer finalement que ce championnat rassemble toujours autant d'annonceurs, avec une présence attendue et confirmée d'annonceurs et de marques liées aux univers masculins de manière naturelle. Et on constate également un top 10 qui a complètement été redistribué cette année, avec seulement 2 annonceurs qui étaient présents en 2016 et qui l'étaient encore cette année. J'ai nommé FDJ et Winamax. Et ces 2 annonceurs, donc finalement, sont issus des jeux et paris en ligne. Et dans le top 2021, s'ajoutent d'autres annonceurs de ce marché. Par exemple, BetClick, qui s'est directement hissé au 4e rang du ranking. On a également Unibet, qui clôture le palmarès cette année. Donc on voit finalement cette année une surreprésentation du secteur des jeux et paris en ligne tout autour de ces retransmissions télévisées, à tel point que l'Autorité nationale des jeux a un petit peu tiré la sonnette d'alarme, a rappelé à l'ordre les opérateurs des jeux et paris en ligne, a rappelé les règles pour les prochaines compétitions. Donc finalement, ce secteur a vraiment progressé en 2021 par rapport aux années précédentes. Et à l'inverse, l'automobile, lui, est beaucoup moins représenté cette année dans ces écrans-là. Mais finalement, c'est une baisse généralisée de ce secteur qu'on retrouve sur l'ensemble de la communication des constructeurs automobiles depuis la crise. Donc ensuite, on passe au JO.
Les Jeux Olympiques, on a fait ici un double comparatif avec effectivement l'édition 2021 comparée à l'édition précédente, mais on a aussi comparé avec les Paralympiques pour montrer finalement le delta qui est encore très important entre les deux compétitions dans les niveaux budgétaires. Alors sur les Jeux Olympiques, on a une pression publicitaire quasiment de même niveau entre 2016 et 2021, malgré une baisse de 15% en valeur brute. Mais on remarque aussi que les annonceurs sont plus nombreux cette année à intervenir, dont on compte 8 intervenants supplémentaires. Et donc les annonceurs les plus importants de 2001, finalement, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient présents en 2016, à l'exception de Trivago et de FDJ, qui restent dans le top, mais néanmoins classés plus bas dans le palmarès. Et en 2021, on note l'arrivée massive de nouveaux annonceurs qu'on appelle les pure players. Et ces pure players, en quête de notoriété, vont finalement cibler un public large. Et parmi eux, on peut citer Vinted, Ornicar, Workday, Airbnb ou encore Netflix, très présents cette année. Et ils étaient finalement absents aux éditions précédentes. Donc on a finalement un profil un petit peu plus digital des annonceurs autour de cette compétition. Concernant maintenant sur la droite le bilan sur les Paralympiques, on voit bien qu'on est sur des niveaux budgétaires bien plus faibles que pour les JO. Mais finalement, quand on regarde et qu'on compare à 2016, on voit que la pression publicitaire a été multipliée par 3, passant de 287 000 euros à près de 843 000 euros. Et même tendance à la hausse pour les annonceurs, puisqu'on en a 105 qui ont été présents cette année. C'est 70 de plus. Donc on peut dire que l'activité, elle s'est pas mal emballée, en tout cas autour des Paralympiques. Et là aussi, on souligne un turnover assez important des annonceurs, puisque le top 10 a complètement, lui aussi, été redistribué cette année. Enfin, sur Roland-Garros, qui est donc une compétition très attendue aussi, et pour lequel les retransmissions télé ont généré plus d'investissements publicitaires en 2021 par rapport à 2016. L'événement a attiré au final cette année 185 annonceurs et c'est 37 de plus que l'année dernière. Et au top 10, on retrouve naturellement les parrains et les sponsors officiels, dont Rolex, qui maintient son important budget en 2021, toujours largement plus élevé que les autres annonceurs du ranking. Amazon et FDJ se classent directement également dans le top 10, alors qu'ils étaient absents de l'édition précédente. Mais globalement, on constate que les internationaux de tennis arrivent à capter toujours autant d'annonceurs et de les fidéliser. Tout ce que vous nous dites là, on peut dire et on peut confirmer que l'engouement des marques pour le sport avec des annonceurs sont toujours de plus en plus nombreux, ces annonceurs. D'un point de vue rédactionnel, est-ce qu'on retrouve le même engouement ? Pas tout à fait. Et on va voir pourquoi. Alors, première chose, avant même de vous dévoiler en détail tous ces résultats, on peut affirmer que dans l'ensemble, le sport a moins été médiatisé cette année quand on compare aux années précédentes. Et cela ne traduit pas forcément un manque d'intérêt de la part des rédactions pour le sport, mais c'est plutôt que l'espace rédactionnel a été très encombré en 2021, largement occupé par la situation de crise et notamment toutes les nouvelles... toutes les mesures appliquées par le gouvernement de manière régulière. Et puis également, sur le premier semestre, on a eu les élections régionales qui ont aussi pas mal occupé l'espace rédactionnel. Donc plus en détail maintenant, si on regarde les compétitions les unes et les autres, on commence par 2 compétitions majeures qui ont lieu normalement tous les 4 ans et qui se sont tenues en dehors de nos frontières en 2021. Au lieu de 2020. Et pour ce faire, on a mis en avant un indicateur que l'on a chez Kantar, qui est l'UBM, l'unité de bruit médiatique. Alors l'UBM, c'est quoi ? L'UBM, c'est calculé en fonction de l'espace rédactionnel, soit en pages ou en minutes, donc d'un support, l'espace rédactionnel consacré à un sujet, et on regarde aussi l'audience du média qui véhicule cette information. Donc un UBM correspond à 1% de la population française de 15 ans et plus, qui a été potentiellement exposé à une page ou une minute d'information sur un sujet donné dans les médias. Autrement dit, combien de fois les Français ont-ils été touchés par une info ? Et donc, on le voit ici, à gauche, avec l'Euro 2020 qui accuse une baisse sévère de sa couverture médiatique à moins 66%. C'est 2 tiers de moins d'espace rédactionnel consacré à l'Euro. Alors,
On a un UBM de 10 734, ce qui veut dire que les Français ont potentiellement été touchés 107 fois par une information liée à l'Euro 2020, contre en moyenne 315 fois en 2016. C'est donc l'événement qui a le plus fortement été impacté sur sa médiatisation. Mais alors, on l'explique effectivement parce que je vous ai dit juste avant, par l'espace encombré, par la crise sanitaire et les élections. Mais il faut rappeler aussi qu'en 2016, l'Euro s'était tenu en France, donc il y a toute une effervescence médiatique qu'on n'a pas retrouvée cette année. Et puis aussi, quand les Bleus vont loin dans la compétition, ce qui malheureusement n'a pas été le cas cette année. Et donc à droite, pour les Jeux Olympiques, reportés aussi en 2021, on a une baisse de visibilité un peu plus modérée pour les JO, avec toujours un intérêt particulier, on le voit sur le graphique en bas, pour les cérémonies. Donc c'est assez grandiose pour en parler. Et finalement, ces 2 étapes clés génèrent 15% de la médiatisation. On rappelle également que les décalages horaires ont été peu favorables à la médiatisation des JO, puisqu'en 2016, les Jeux s'étaient tenus au Brésil, avec un décalage horaire qui permettait de donner les résultats dès le lendemain. Pour Tokyo, il fallait attendre un petit peu plus, je crois que c'était 2 jours avant d'avoir les résultats, donc la médiatisation a été réduite également à cause de ça. À l'inverse, on obtient des résultats positifs pour 2 compétitions, Roland-Garros et le Tour de France. Donc pour ce qui est de Roland-Garros, ce rendez-vous annuel organisé à Paris a aussi été reporté en 2020. Et pour autant, ce grand tournoi a généré une médiatisation plutôt stable l'année dernière. Et puis cette année, la médiatisation est plutôt en progression avec un UBM de 3268. Et même constat pour le Tour de France, cette célèbre course fait toujours autant parler d'elle dans les médias, avec un UBM en hausse de 4% comparé à l'année dernière, mais toutefois inférieur à la période avant crise. Mais on peut affirmer quand même qu'on a un bon résultat pour le Tour de France quant à sa médiatisation. Merci beaucoup Zaya, c'était particulièrement clair. On vient de voir donc que le Tour de France présente en 2021 un volume d'UBM, l'unité de bruit médiatique, en progression par rapport à 2020. Laurent, est-ce que la compétition pour autant était très attendue par les Français ? Alors, pour répondre à votre question, on s'appuie sur les différentes études menées par Cantasport tout au long de l'année. Je vais évoquer là une étude de marché, une étude d'opinion, donc menée tous les ans auprès de 1000 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population française. Et cette étude nous montre, par exemple, que l'intérêt pour le cyclisme est à hauteur de 40%, c'est-à-dire qu'en France, plus de 21 millions de personnes s'intéressent au cyclisme. Donc ce qui classe le cyclisme dans le top 5, derrière le football, le rugby, on va retrouver le tennis, et des fois ça change, on retrouve l'athlétisme ou la natation. Quand on va un peu plus loin, quand on pose des questions sur les compétitions, on voit, toujours dans la même étude, que l'intérêt suscité par le Tour de France est supérieur à la moyenne du cyclisme. Il est de 56%, soit 28 millions de personnes. Donc pourquoi ? Parce que le Tour de France fait partie du patrimoine sportif français, que c'est le feuilleton attendu par les Français de l'été, c'est le rendez-vous sportif, et donc sa capacité à attirer, son attractivité est supérieure à la moyenne du cyclisme. Alors, d'autres informations sont disponibles dans cette étude. On voit par exemple, on situe le Tour de France parmi d'autres compétitions, donc il est 2e, avec 55%. On voit qu'il est derrière la Coupe du Monde. Je rappelle que l'équipe de France est championne du monde depuis 2018, donc la Coupe du Monde suscite de l'intérêt auprès de 56% des Français. Et en 3e position, on voit que Roland-Garros, là aussi qui fait partie du patrimoine sportif, suscite de l'intérêt auprès de 47% des Français. Quels sont les autres indicateurs que cette étude met en avant et que les sponsors recherchent pour justifier leur présence dans cet univers ? Alors on peut évoquer l'image globale du cyclisme. On étudie l'image des différents sports. On va te poser la question, est-ce que vous en avez une très bonne image, une bonne image, mauvaise ? Et on va cumuler tout ce qui est positif. Alors on voit qu'auprès des Français, les 2/3 des Français déclarent que le cyclisme a une bonne image. Donc c'est vrai qu'on peut parler des affaires de dopage qui sont derrière nous. Désormais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Et puis on a des coureurs français, des coureurs professionnels qui s'illustrent lors des tours. On a même un champion du monde désormais depuis 2 ans. Alors, j'ai fait un petit classement, il manque d'autres sports, mais en premier, on retrouve la natation qui est le sport loisir par excellence. On parle de natation, on va l'été nager à la mer, enfin voilà, ça fait partie. Les enfants qui vont à la piscine, tout à fait. etc. On peut voir que le cyclisme
a une meilleure image que le football. Le football, c'est seulement 55%. On sait que le football souffre des affres des supporters à l'intérieur ou à l'extérieur des stades, et aussi du sport business. Les gens n'aiment pas trop tout ce qui est business, argent, et effectivement, dans ce sport, il y en a beaucoup. Quelles sont les valeurs associées au cyclisme en général, et sont-elles compatibles avec celles des sponsors, justement ? Alors, quand on demande aux Français de noter de 0 à 10 certains items d'image, qu'on appelle les valeurs, items d'image, 0 veut dire pas du tout associé, 10 très associé, c'est la valeur populaire qui ressort en premier. Évidemment, encore, je l'ai dit, tout le monde sait faire pratiquement du vélo, tout le monde a un vélo, c'est dans l'air du temps. Quand on parle de mobilité douce avec tout ce qui s'est passé dans le Covid, tout le monde est venu vers le vélo, on revient vers le vélo. Donc voilà, et en plus, quand on parle du Tour de France, qui incarne le cyclisme, qu'est-ce qu'il y a de plus populaire que le Tour de France, de toute manière, avec sa caravane, c'est le rendez-vous de l'été, je l'ai dit, mais voilà, il y a une dizaine de millions de personnes qui viennent suivre la caravane. Après, il y a d'autres valeurs qui ressortent, qui sont très associées au cyclisme, qui sont par exemple des valeurs morales, comme l'engagement. L'engagement, c'est important pour les marques, donc on fait un parallèle entre la marque et le sport. L'engagement, c'est là où on va trouver aussi la proximité avec ses clients. Pour une marque, et de l'engagement, il y en a dans le cyclisme, évidemment. D'autres valeurs s'illustrent, comme des valeurs physiques, compétition, dynamisme et performance, voilà des items que cherchent à véhiculer l'ensemble des entreprises. J'ai indiqué aussi ici des valeurs qui sont sous-notées, donc en dessous de 5, mais qui sont aussi importantes. C'est-à-dire, quand on parle du cyclisme, quand on dit qu'il est dépassé, effectivement, la note est 4, ça veut dire que les Français ne sont pas d'accord. Il n'est pas dépassé. Pour la petite histoire, je rappelle par exemple le cyclisme, c'est grâce au cyclisme qu'on a commencé à mettre des caméras sur des motos, des voitures pour filmer le direct. Aujourd'hui, vous regardez une retransmission de cyclisme, il y a différentes statistiques en live, il y a des caméras sur les vélos, enfin voilà, c'est pas du tout dépassé, au contraire, il vient nourrir... C'est une logistique technique extraordinaire, hein, et c'est vrai que c'est le premier événement sportif en direct dans l'histoire de la télévision. Il vient nourrir donc le rédactionnel avec toutes les statistiques et des choses comme ça, et la mauvaise réputation, je l'ai parlé, je l'ai évoqué, le dopage, il est derrière nous. Ouais. Justement, une fois qu'une marque s'associe à une équipe en tête du peloton du Tour de France, quelles pourraient être ses attentes en termes de notoriété ? Sera-t-elle d'une part mémorisée par les fans de cyclisme ? Et puis, est-ce que vous avez également des données sur les acteurs de la compétition ? Oui, l'étude aborde tous ces sujets. Alors, je vous donne quelques moyennes. Là, on a fait des moyennes sur les 3 dernières années. En moyenne, 37% des Français sont capables de donner le nom d'un sponsor d'une équipe de cyclisme, d'une équipe cycliste. Donc, de façon spontanée. De façon, voilà. Oui, spontanée, 37%. Les équipes françaises ont un niveau plus important. On est à 58%. 58% des Français sont capables de citer une équipe française. Évidemment, ces marques font partie de notre quotidien. C'est plus facile de se mémoriser un Groupama, un FDJ, un Cofidis qu'une marque hollandaise, néerlandaise ou flamande. Donc on le voit. On voit aussi que l'équipe française la plus mémorisée, c'est l'équipe Groupama FDJ avec 74,% de citations. D'autres informations sont disponibles dans l'étude. On parle aussi d'équipes préférées. Donc on voit ici, par exemple, que, alors je rappelle, c'est une moyenne 2018-2020, que l'équipe AG2R La Mondiale était l'équipe préférée des Français, à hauteur de 26%. Elle devance donc Groupama FDJ, et un peu plus loin derrière, celle de Cofidis. En termes de coureurs, sans surprise, Julien Alaphilippe, qui est champion du monde, ressort en premier, largement en tête, avec 40% des citations en spontané. Et il devance donc Romain Bardet, qui a changé d'équipe cette année, et Thibaut Pinot de la Groupama FDJ. Alors, évidemment, tout ça varie en fonction de l'attractivité des coureurs, des performances des équipes, mais voilà les principaux résultats. Laurent, vous avez évoqué que le département sport de Kantar proposait plusieurs solutions d'études. D'ailleurs, votre cœur de métier est de mesurer les retombées de visibilité des sponsors d'un club, d'une compétition ou encore d'une équipe cycliste. Comment est-ce que vous procédez dans tout ça ? Alors c'est vrai, notre cœur de métier c'est ça, c'est évaluer le retour sur investissement d'une marque présente dans l'univers du sport et de donner une valorisation financière à tout ça. Donc on le fait dans les différents médias, à la télévision, en presse, sur le web, les réseaux sociaux, et à la radio. Il faut oublier que la radio, on cite des marques, comme au cyclisme, on cite le nom des équipes, on cite le nom des bateaux qui sont aussi des marques. Donc on étudie cet univers-là, ce média-là. Alors je vais vous passer une vidéo pour vous montrer un petit peu de quelle façon on fonctionne. C'est un exemple pour la télévision. Alors je lance la vidéo, en même temps je vais vous expliquer.
Donc l'idée, c'est de la reconnaissance automatique des marques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a programmé le logiciel, une fois qu'il est paramétré, il va de lui-même aller rechercher l'ensemble des logos visibles, qu'ils soient petits, gros, horizontal, vertical, et il va le retrouver, il va nous donner différentes informations, comme sa taille à l'écran, est-ce qu'on en voit plusieurs en même temps, la durée évidemment de visibilité, et ainsi de suite. Donc là, c'est une séquence de la course Bailly-le-Tour, c'est-à-dire c'était la course des filles pendant le Tour de France, et on arrive à distinguer effectivement, à chaque fois qu'ils voient un logo, il l'incrémente dans la fenêtre de gauche. Donc je laisse passer cette vidéo. C'est incroyable ce qu'on voit. Alors moi, je pensais pas que ça allait jusque-là quand même. Là, c'est vraiment de l'automatique. Évidemment, il y a la vérification humaine derrière, parce qu'on peut comprendre que des fois, entre un cuissard ou une manche, il pourrait se tromper. Mais bon, c'est assez fiable, évidemment, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on procède. Donc le logiciel nous donne beaucoup d'informations que l'on va traiter dans les bilans de nos clients. Donc, quelques exemples. En moyenne, une marque présente sur une équipe est vue pendant 4 secondes. Donc à chaque fois qu'on voit une marque, on la voit pendant 4 secondes. La place qu'elle occupe à l'écran est de 4,7%. Alors ça semble petit. Effectivement, le but du jeu, c'est d'être la plus visible. Et ce qui est important aussi, c'est sa place au milieu de l'écran. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on filme l'action, la caméra centre généralement l'action. Et ce qu'on va voir, c'est ce qu'il y a au milieu de l'écran et non pas en haut à gauche ou en bas à droite. C'est des critères hyper importants pour nos clients parce qu'évidemment, quand on est dans un peloton où il y a 200 marques, plus on est visible, plus on est au centre de l'écran, plus on est impactant, plus on gagne en mémorisation. Alors, l'autre type d'information qu'on donne, évidemment, puisque cet outil nous permet de faire beaucoup de choses, c'est qu'on donne les retombées par support de visibilité. C'est-à-dire qu'on a un global, mais aussi on est capable de vous dire que sur 100 secondes de visibilité, ce sont les maillots manches qui sont les plus performants. On a, sur 100 secondes, on en voit 27. Ainsi de suite. Donc on pense toujours que c'est le maillot face qui est important. Il est important quand vous gagnez. Évidemment, vous levez les bras sur la ligne. Mais c'est surtout les manches, puisque les caméras sont de côté quand vous retransmettez le Tour de France. Et on voit principalement les manches, les cuissards, et ainsi de suite. Juste en dessous des 27%, on voit par exemple 43% pour les maillots manches. C'est le poids. Donc sur 100 secondes, 43% sont au milieu de l'écran. Donc comme je l'ai expliqué, plus on est au milieu de l'écran, plus on a de chances d'être visible par le téléspectateur. Et on voit par exemple dans cette étude que le maillot dos, malgré sa faible contribution au total, 11%, il est quand même vu la moitié du temps au milieu de l'écran. Alors, ça semble anodin comme ça, mais quand vous êtes 2 marques, 3 marques sur un même maillot, l'idée de se placer, est-ce qu'il faut se placer sur les cuissards, sur le dos, ainsi de suite, ça amène des discussions. Et on est à même donc d'aider, de donner les outils nécessaires pour les marques, pour qu'ils se décident. C'est incroyable la précision de tout ça. Moi, je découvre et c'est hallucinant. Les marques attendent donc un retour sur investissement de leur présence, une valorisation financière, évidemment. En quoi peut-on prétendre quand on est sponsor d'une équipe française du Tour de France ? À quoi on peut s'attendre ? Alors, selon les résultats accumulés depuis plusieurs années, nous, on a fait une moyenne là, depuis 3 ans, et on voit qu'une marque présente sur une équipe française obtient, donc en moyenne, près de 13 millions d'euros de valorisation brute qui se répartissent donc sur les 4 différents médias mesurés. Et on voit qu'évidemment, la télévision draine l'essentiel, 85% de cette valorisation. Là encore, c'est une moyenne. Et effectivement, si l'équipe est classée, est bien classée, c'est-à-dire si les résultats sportifs sont nombreux lors du Tour de France, évidemment, cette moyenne va évoluer. Et puis, il faut compter aussi sur l'attractivité des coureurs qui sont... comment dirais-je, bons clients des fois des médias qui passent bien, c'est un peu comme les marins, est-ce qu'on va en questionner plutôt certains que d'autres, donc effectivement tout dépend de tout ça. Et enfin, là ce sont des données France, je voulais vous montrer effectivement une donnée internationale, puisqu'on est capable avec nos outils d'aller voir ce qui se passe en termes de programmation TV à l'international. Là, on parle de couverture TV du Tour de France. Bon, il faut savoir que cette année, en 2021, le Tour de France a été couvert dans 128 pays. Au total, les directs, les hors directs et les magazines dédiés ont généré 28 000 heures, près de 29 000 heures de couverture TV. Et on le voit, j'ai fait un classement. C'est donc en Espagne où on retrouvera le volume le plus important en termes de couverture TV, devant le Danemark et devant les Pays-Bas. La France est 4e dans ce classement, devant l'Allemagne et la Pologne.
Eh ben, c'est passionnant. Moi, je ne pensais pas que ça générait autant d'heures de télévision. Laurent Zaya, ultime question. Est-ce qu'on va, dans le sport, vers une année de reprise ? Je crois qu'on peut l'affirmer. Les compétitions ont repris. Les publics se déplacent à nouveau au bord des routes, par exemple. Les supporters, les fans reviennent dans les stades. Zaya l'a dit, la place dans les médias, il y a plus de place. Voilà, on parle plus de Covid, moins de Covid, on parle moins des élections pendant l'année 2020. Donc, le sport retrouve sa place. Il y a des exemples à donner. Par exemple, la Transat Jacques Vabre part dans quelques semaines. Ils battent leur nombre d'inscrits. Donc, les marques sont présentes. Donc, il y a vraiment un gros engouement. Il y a une appétence de revenir dans la course. Tout à fait. Donc, je pense que oui, on peut le dire. On peut dire que le sport reprend. Bon, tout va bien. Tout va bien. Et puis, on est content pour vous, surtout aussi.